Et là, il dit cette ville que j'aime et voilà, que je n'aime pas en même temps. Et je me voyais dans le livre, je me dis, ben voilà. Et il y avait un passage qui m'a marqué, c'est la boue. Et ben il me dit, ouais. Non, c'est pas Bablouette, je pense que c'était à Borjumnaïl. Il disait, c'est la terre, ça, je l'aime. Et je me disais, waouh, comment il a pu un petit peu. Voilà, il a. Je sais pas, quand il parle à Jean, on dirait qu'il parle d'une femme, d'une personne. Et là, il m'a dit, voilà, c'est la boue, je l'aime, c'est ma terre. Et puis voilà, ça m'a touché. Il y avait plein de moments où, voilà, déjà c'est le 3e auteur algérien, après, et ça me donne envie aussi de. J'espère que vous allez écrire un autre livre. Voilà, c'est mon analyse sur le livre. Est-ce que je peux poser une question? Comment? Ouais, comment? Je peux poser une question? Oui, j'ai écouté attentivement, j'ai pas lu, je reconnais. Mais j'ai écouté, on n'entend pas. Plus fort. J'ai écouté attentivement donc, ce que monsieur a expliqué et vous également. J'ai le sentiment que vous expliquez un petit peu, entre guillemets, de manière peut-être philosophique, un peu vos états d'âme, ce que vous ressentez, vos ressentis intimes. C'est-à-dire que comment vous voyez-vous les choses et comme quelqu'un d'autre pourrait voir le contraire ou ressentir différemment. C'est vraiment un livre qui exprime votre profond sentiment par rapport donc à Alger et votre rapport à cette ville. Donc voilà. Et pour cela, je voudrais approfondir une question quand vous parlez de... donc c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que ce soit compliqué à Alger, par exemple, le rapport à l'amour, au sentiment, au bonheur, puisque vous y vivez. Qu'est-ce qui fait, parce que ça on ne sait pas, vous parlez pour ça, mais qu'est-ce qui fait que cela soit ainsi, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, ou qui ressentent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait? Ça ne s'explique pas? Je n'ai pas la réponse. Justement, je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. J'ai presque même plus envie de l'avoir. Parce que moi, je suis arrivé à la conclusion que aimer et détester, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas si grave tout ça. Voilà. Mais j'ai pas la réponse. D'abord, moi j'ai parlé de moi. J'ai été très étonné de l'écho qu'a eu ce livre. Par exemple, chez toi, je pensais vraiment, je me suis dit oui, ça va parler à quelques personnes. Mais je pensais vraiment parler de choses qui étaient... Oui, je pensais être à fond dans l'intime. D'abord, c'était le but. J'ai commencé par je parle de moi. Jusqu'à maintenant, on me dit le personnage, je recadre en disant non, non, c'est pas le personnage, c'est moi. Donc voilà, c'est complètement revendiqué, assumé. L'éditeur m'a proposé de mettre des photos de famille, de moi. J'ai dit mais oui, bien sûr, parce que je suis dans cette forme de vérité. Mais j'ai pas la réponse me concernant. Je veux dire ça, je pense que ça fait partie des mystères de l'individu. C'est pas mathématique. Bon, voilà, ça fait partie de la quête. Et la deuxième chose, c'est que oui, je suis in fine surpris, et que ce rapport compliqué à la ville, à ce sentiment un peu que tu décris, que Mehdi décrit, qui est sentiment d'ambivalence et tout, voilà, parle autant. Mais je n'ai pas la réponse, je suis désolé. Peut-être une question qui rejoint la vôtre. En fait, le passage de la maladie de la mort que vous mettez en exergue, c'est un passage sur la jouissance féminine. Le bonheur, c'est ça, à ce moment-là, de la maladie de la mort, dans le passage que vous... c'est ça. Et sur le sexe de la femme. Et c'est ça, la maladie de la mort, c'est ne pas pouvoir aimer. C'est comme ça que c'est dit dans le texte de Duras. Bon, après, alors, donc, vous mettez ça en exergue et quand même, donc je reprends la question, cette impossibilité, alors on peut dire à aimer, ou à dire quelque chose, est-ce que c'est à dire quelque chose du féminin? Est-ce que ça a un rapport avec le féminin? Je pense que c'est un rapport avec s'aimer soi. Avec
s'aimer soi-même. Je pense qu'il faut avoir une image qui est assez positive de soi-même pour aimer sereinement. Et ça, ceci est valable pour un individu. Je pense que pour un collectif, on pourrait extrapoler. Bien sûr. Donc je pense que en tant qu'individu, certains ont à travailler là-dessus, apparemment j'en fais partie, mais je pense que certaines sociétés doivent apprendre à s'aimer. Et pour ça, il faut d'abord qu'on porte un regard bienveillant sur elles, et qu'elles apprennent à un moment à revendiquer un regard bienveillant sur elles-mêmes. Est-ce que vous voyez cette impossibilité comme je sais pas, une conséquence de la colonisation, quelque chose comme ça? Est-ce que vous le mettez dans une cause historique comme ça, ou autre chose? Je pense que c'est un faisceau de causes. Je pense que oui, je pense que c'est un parcours. C'est un parcours, mais je veux dire, l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé avec la colonisation. Donc, voilà, c'est une histoire millénaire. Après, je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont bien un truc, mais tout ce qui est clair, c'est que l'histoire de l'Algérie n'a pas commencé en 1832. C'est évident. Donc, à partir de là, on ne peut pas réduire le parcours de l'Algérien aujourd'hui à sa simple dimension, j'allais dire, son passé récent, finalement, qui est son passé colonial, même si clairement, évidemment, il a laissé des traces. Mais voilà, il y a un passé, l'histoire d'Algérie, c'est long. C'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc après, sincèrement, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis convaincu. Et puis, tout ce que je sais aussi, alors ça c'est mon autre casquette, c'est que l'autoritarisme n'engendre pas l'amour de soi. Hein, c'est valable dans une famille, comme c'est valable dans un système de gouvernance. Donc voilà, mais ça, et puis c'est un travail. C'est un travail. Voilà. Et ce travail-là, il a démarré. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a démarré depuis longtemps. Et il se poursuit et il continue. Et c'est ce que j'appelle moi la vitalité. C'est-à-dire que derrière ce chaos, cette incohérence, ces choses qui vont un peu dans tous les sens, c'est des choses qui bougent. Voilà, et dont on ne comprend pas tout parce que c'est complexe, évidemment. Voilà, et la société algérienne, comme toutes les sociétés, quand je parle de la société, c'est moi, hein, voilà, on est dans un flot. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Après, vous savez, quand on est dans une écriture vérité et qu'on essaye de pas inhiber, il y a le symbole du serpent, enfin, oui, il y a des choses qui sont autour de la mer, M-E-R-E, bien évidemment, elles sont légion dans ce livre. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Oui. Alors, moi, je n'ai pas encore lu votre livre. Je suis désolé. Je vais le faire très vite. D'autant plus que je suis comme vous, natif d'Alger. Et ce que j'ai compris à travers ce que vous développez votre livre et ce que vous avez développé vous, effectivement, c'est quelque chose qui me parle. Ce qui me parle aussi, c'est le fait que, effectivement, quand je vis en France depuis maintenant une vingtaine d'années, il est vrai que maintenant, je reviens souvent, il est vrai que je suis complètement perdu dans la ville d'Alger. D'ailleurs, probablement les étrangers ne se retrouvent pas non plus parce que tout simplement, les noms de rues, il y a des quartiers entiers où il n'y a pas de nom de rue. Donc, si vous cherchez une rue quelconque, vous aurez du mal. Donc, il faut un guide, effectivement, pour vous emmener là où il faut. Mis à part le centre, effectivement, mais dans les quartiers populaires, tous les noms de rue ont quasiment disparu. Et dans les nouvelles cités, alors là, n'en parlons pas. Et je reviens juste sur cette réflexion sur la haine de soi. Alors, évidemment, vous avez déjà pointé quelque chose de plus précis, qui est l'autoritarisme. Et moi, la haine de soi, je la traduis aussi autrement parce que je discute avec des
notamment des étrangers quand ils vont en Algérie, quand on arrive à les faire parler, sincèrement, c'est-à-dire sans paternalisme. Et il y a quelqu'un qui a vécu à Alger pendant, je crois, 5 ans. Et j'ai retrouvé un jour au Maroc, et discutant avec lui, je lui dis, mais dis-moi, alors, toi, Alger. Et il me dit, c'est une ville triste. Je dis, triste? Il me dit, oui, triste. En fait, à vrai dire, les Algériens sont tristes. Et je trouvais qu'il exprimait d'une autre façon peut-être effectivement cette peine de soi. Mais j'avais une question à vous poser concernant le rapport dont vous avez parlé, le rapport problématique avec la parole. Ma question, elle est, est-ce que ce rapport avec effectivement la parole, on le voit bien, soit dans les débats publics, soit quand des Algériens s'expriment, ils ont du mal à s'exprimer clairement. Est-ce que cette question de la parole ne tient pas au fait aussi qu'il y a la question de la langue qui se pose ici? On pratique 4 langues en Algérie, de façon différenciée. On pratique l'arabe classique parlé officiel, l'arabe algérien décliné selon les régions, l'amazigh lui-même décliné selon les régions, et le français. Et je suis frappé parfois des collègues avec qui je discute, je parle en français et puis je peux glisser des mots en arabe, sans me rendre compte. Et puis ils me regardent et je me ressaisis, et je me dis, est-ce que la question de la parole ne tient pas aussi au fait qu'on n'arrive pas du tout d'ailleurs à agencer, et surtout à gérer, c'est-à-dire à accepter le fait qu'on est une société avec plusieurs langues et qu'on devrait pratiquer toutes ces langues-là sur le même pied d'égalité. Et le fait qu'il y en a une qui domine par rapport aux autres, il y en a une qui est hégémonique par rapport aux autres, en tout cas officiellement, est-ce que ce n'est pas aussi cela qui fait qu'on a un rapport problématique avec le fait de parler? Voilà un peu mon questionnement. Là encore, je ne saurais pas quoi dire. Oui, c'est votre point de vue. Enfin, moi, quand je parlais de construction de la parole, je n'étais pas exactement sur ce registre-là. J'étais plus sur, si vous voulez, après le cri à la parole. La parole, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose d'élaboré, c'est quelque chose de négocié, c'est quelque chose d'individuel et de collectif. Voilà, c'est quelque... Et donc, voilà, pour moi, c'est ça la notion de parole. Après, qu'est-ce qui fait que la parole ne se construit pas a du mal à se construire d'abord, elle se construit. Elle se construit, oui. On n'a pas le même rapport à la parole suivant les âges que nous avons. C'est-à-dire qu'on sent que les choses changent de ce point de vue-là. Contrairement à ce qu'on pourrait au lieu commun, qui consiste à dire que voilà, il n'y a plus de parole. Non, au contraire, la parole s'élabore. Après, est-ce que oui, alors après on peut parler de diversité, linguistique, tout ça vient compliquer un peu la problématique. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est plus une impression que, enfin c'est plus une réaction que vous avez qu'une vraie question sur le livre, mais je laisse plutôt les autres. Oui, alors, non, c'est à propos de la parole, justement. L'impression que j'ai eue en lisant le livre, c'est que vous, la parole, c'est quelque chose, enfin l'écriture en tout cas, elle n'a de sens que si elle arrive à rejoindre la faille. Hein, c'est ça. C'est-à-dire ce que tu présentais comme peut-être dimension inconsciente. Autrement, il n'y a pas d'écriture. C'est la recherche de ça. Il me semble que c'est ça. Complètement. Oui. Je voudrais juste préciser, c'est moi de la lecture le style, hein, oui, le style. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on lit la presse ou quand on lit, on a l'impression que c'est un français mal entretenu, parce qu'on a été victime.
C'est une phrase, c'est la seule phrase que j'aime pas de Khatib Yassine, on dit que le français est un butin. Ah. Moi, personnellement, c'est le reste, absolument, c'est le... Mais cette phrase-là, je comprends le sens, mais elle est quand même mal entretenue, vraiment négligée. Et j'ai retrouvé dans votre style, se réapproprier ce qu'on appelle un butin. Et en fait, on le conçoit comme une rente, comme un bien vacant, où on habite et sans l'entretenir, sans rien. Et j'ai trouvé que votre style, vous fabriquez une langue française étonnante. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'enraciné dans le... Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment réagir, parce que moi je suis un fan de cette phrase. Et ce qui me bouleverse et ce qui me réjouit, c'est justement cette transformation de la langue qu'on voit dans les Matarandatesh. Matarandatesh, pour moi, c'est un truc magique. Elle ne s'est pas arrondie. D'ailleurs, très modestement, j'ai essayé justement de triturer la langue. Apparemment, je n'y suis pas vraiment arrivé. Mais j'ai essayé de construire des effets de circularité qui sont propres à la langue arabe. Ça, c'est le premier point. Je me suis copieusement... Enfin, j'ai essayé de réfléchir... Enfin, j'ai essayé d'être spontané dans ma manière de réfléchir. Donc, il y a des mots en arabe dans le français. Ça, j'ai pas voulu le faire. Il y a beaucoup de répétitions, ce qui n'est pas très admis dans la langue française, mais qui est plutôt... voilà, qui est plutôt apprécié en langue arabe. Donc j'ai essayé de trouver des rythmes un peu circulaires, un peu comme ça, sur la langue, parce que justement, moi je suis assez bouleversé et ému par cette transformation de la langue, cette transformation du mot, qui moi, et qui a d'ailleurs de tout temps existé, c'est-à-dire que les sociétés du Maghreb ont toujours transformé un peu toutes les langues. Je connais bien le tunisien, il y a de l'italien par-ci, il y a le faza, voilà. Donc c'est cette espèce de trituration. Et moi je rêverais d'avoir un livre, je vais vous le dire, je serais ravi qu'un jeune Algérien de 25 ans prenne un livre et l'écrive comme ce que je vois écrit sur Facebook. Ce serait vraiment, comment dire, ce serait délicieux d'avoir un truc comme ça. Peut-être que Barzac un jour va avoir quelqu'un qui va écrire une histoire comme ça, avec ces mots qui sont complètement transformés, complètement machin. Je pense que là, du coup, notre regard sur cette trituration de la langue changerait. Mais ça, alors on revient à la question initiale, qui est l'amour du soir. Non, je cette problématique. suis d'accord avec vous dans le sens butin, je disais, c'est que certains le comprennent comme un bien qui ne bouge pas. Oui, voilà, c'est ça. Que non. Et voilà, on s'approprie, comme je parlais, comme les biens vacances, on s'occupe, mais on ne l'entretient pas. Je faisais référence à ça parce que sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle « Je maîtrise le français ». Oui, oui. Voilà. Et alors, moi j'y vais et je mets génial, magnifique, extraordinaire, etc. Et tout. Et ce qui est marrant, c'est de lire la réaction des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent ça génial et puis d'autres qui écrivent « Ah, c'est terrible, c'est affreux, comment est-ce qu'on peut faire ça à la langue, etc. » Puis il y en a d'autres qui sont complètement réjouis, qui se marrent. Voilà, donc on voit bien les positionnements qui sont un peu différents. Bon. Ouais. Enfin, j'ai eu deux questions sous forme d'une impression de lecture. De prime abord, ce qui m'a surpris, c'est le paradoxe. Déjà entre la mise en exergue que vous avez évoqué tout à l'heure, la magie de la mort de Duras, et le titre. Algérie, le cri qui annonce la naissance. Alors la mise en exergue, donc il y a ce paradoxe qui travaille, je pense qui travaille tout le bouquin. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi toujours paradoxal, c'est le fatalisme. Vous le dénoncez, vous l'avez dénoncé à travers un mot qui s'appelle Daoussou. Arveillé. C'est même pas ça, j'étais très, comment dire, à l'écoute de... Vous pouvez réagir à Daoussou. Parce qu'à la fois, il y a cette, moi, ce qui est paradoxe. Il y a cette volonté, c'est même pas volonté, moi je trouve que c'est problématique. D'ailleurs, il y a aussi un mot qui revient, c'est la colère. Vous dites l'exagération. Alors que la colère, elle est vaine. La colère, il n'y a pas de naissance à travers la colère. En fait, c'est cette justement, c'est ça qui...
enfin, on passe notre temps à râler en fait. Donc c'est pour ça je trouve qu'il y a ce paradoxe qui révèle un peu notre nature, comment dire, je sais pas, du peuple de râleur, je sais pas, de fataliste. C'est justement, c'est ça, enfin, c'est une lecture après. Donc, enfin, c'était ça en fait, grosso modo. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même si enfin, c'est un peu compliqué, c'est la première fois où on lit un livre sur Alger. Déjà, il n'y a pas beaucoup de livres sur Alger, malheureusement, à part quelques livres, par exemple, d'Abdurrahman Lounaz, qui sont mieux connus actuellement. Vous cassez la nostalgie d'une ville apparemment qui n'a jamais existé, même si quand on lit Mustafa Toumi, le très beau texte, des chansons de Chahbil, Nasman, tout ça, alors qu'en réalité, j'ai l'impression que ce putain de pays a toujours dans une misère, je sais pas quoi, dans cette impossibilité d'atteindre le bonheur. La virgule là. Non, il est en colère. Il monte ses cheveux sur pas énervé. Il y a d'autres auteurs étrangers qui écrivent là-dessus. Une sud-américaine, j'ai oublié son nom, qui est algérienne, elle a écrit un livre il n'y a pas si longtemps concernant justement l'Algérie et l'Algérie d'avant la colonisation française. Donc, elle a écrit tout à fait. Elle a écrit un livre sur l'espagnol Cervantes. Donc, et là, elle dit que Alger, c'était absolument autre chose que ce qu'on dit là. Donc, il y a eu quand même une grande culture. C'était un carrefour. Elle disait qu'on entendait parler, même aux États-Unis, tellement c'était peut-être, pourquoi pas, après tout c'était le pays, c'est pas du tout, donc on a dû quand même entendre parler. Mais comme elle a décrit, je pense qu'elle n'a pas inventé, c'est des choses qui existaient, Cervantes a écrit des choses aussi, et je pense qu'il y avait quand même une certaine culture, une certaine vivacité, et pas simplement toujours la déprime. Je sais pas. Moi je suis pas déprimé. Hein. C'est marrant parce que certains m'ont dit il est triste ton livre, c'est terrible, tu es... J'ai même un gars de ma famille qui a 88 ans, et il m'a dit c'est très bien, mais vraiment je me suis inquiété pour toi, ça a l'air dans un état quand même. Et ça me... Voilà. C'est-à-dire, vous, c'est votre sentiment personnel, donc vous voyez les choses avec vos yeux, ah, oui, c'est clair. Mais moi, je parle de manière générale, quand on dit que, comment on vient de dire, que cette déprime, cet état de fait à Alger est depuis longtemps, moi je ne crois pas, puisqu'il y en a d'autres qui ne disent pas ça. Je ne sais pas si moi, enfin moi, je vois pas... Enfin, moi, je parle d'attraction-répulsion, de colère, de choses comme ça. Enfin, moi, je vois des gens révoltés, énervés, heureux, rigolants, enfin, voilà. Je vois la tristesse, sincèrement, comment dire, je vois beaucoup de gravité, de cynisme, etc. Je n'ai pas le mot tristesse que j'emploierais. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre pudeur et tristesse. Les Algérois, contrairement à d'autres pays, d'autres régions, moi, je l'ai vécu en vivant à Tunis. À Tunis, les gens se regardent. C'est-à-dire que vous arrivez à Tunis, on vous regarde. Vous rentrez dans un café, on vous regarde. Vous marchez, on vous regarde. Voilà, on vous regarde. Vous êtes en voiture, on vous regarde. Voilà, et les gens se regardent. Et quand je suis rentré à Alger, on ne me regardait plus. Moi, je regardais tout le monde. Et quand je regardais, on me faisait... Et là, petit à petit, j'ai compris que... Et c'est ce que je dis, j'adopte la ligne fermée silencieuse. Mais en fait, quand on regarde à Alger, on rentre dans le territoire de l'autre. Regarde pas la famille. Voilà, et je peux comprendre que quelqu'un qui ne comprend pas ses codes puisse... moi, je vois, j'ai des copains tunisiens. J'ai un copain tunisien arrivé, il m'a dit, mais pourquoi tout le monde fait la gueule? Ils ne font pas la gueule. Ne te regarde pas. Voilà. Donc, après, oui, il y a des gens plutôt de parler de tristesse. Alors après, quand on rentre dans le truc, moi je vois de la colère, de l'énervement, du ras-le-bol, beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour noir aussi. Il y a du, comment dirais-je, il y a du...
c'est plus grave que la tristesse. La Il y a de la gravité. La déprime. Oui. J'ai une autre analyse un petit peu. Je pense que ce que j'ai compris d'après ma lecture, c'est qu'au bout d'un moment, on essaie de dominer Alger et on n'arrive pas. Déjà, et après, on subit quelque part. Et je me rappelle, une fois, je peux parler, j'ai eu la chance de visiter le bureau de Samuel, et était à Alger. Et je me dis, c'est à Port Saïd, c'est très beau, mais moi j'avais une autre image. Je me disais, en fait, il y a une vue comme ça, il y a des gens qui font un peu du marché noir. Il m'a dit, non, pourquoi tu vois les choses comme ça? C'est beau, ça fait partie du paysage. Après, j'ai compris, je me suis dit, il a créé son propre monde à Alger, en fait. Il la voit différemment. Moi, je suis là-bas, je me dis, ah, mais lui, non. Lui, vraiment, ces choses-là. Hein? Non, mais là, ça m'a marqué un petit peu. Tu l'as fait d'une façon un peu, c'est comme ça. Mais moi, je me suis dit, regarde comment il regarde les choses. Ça m'a un petit peu changé ma façon de voir Alger. Donc, moi, je voyais que c'était ces gens-là qui faisaient du marché noir. Mais toi, tu étais là, tu me dis, non, mais c'est beau, ça fait partie du paysage. Ces gens... Enfin, beau, je ne sais pas si je t'ai dit beau, mais... Non, mais si, je me rappelle. Donc, ça m'a marqué. Et là, je pense, en lisant le livre, je me suis dit, voilà, c'est quelque part, au bout d'un moment, on subit Alger, on crée notre propre monde. Donc, oui, tout le monde crée son propre monde, bien sûr. Le regard qu'on porte sur les choses influe. Ça vient de soi, hein, le regard. C'est ce que disent les soufis. Hein. Tu es en toi. Et le dawa qui revient toujours. Là, ça, c'est notre paire de manches. Bah, j'ai du mal parce qu'heureusement que j'ai des Kabyles dans mon entourage. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre. Et de pourquoi ça revient? Malédiction complète. C'est une malédiction. Comme ça, Dawassou c'est Dawassou. Dawassou, c'est malheur. C'est une malédiction, mais dans un malheur. Je ne connaissais pas Dawassou. T'as pas rencontré quelqu'un Oui, qui... c'est la malédiction. Quand un gamin est là, on lui dit arrête de faire des bêtises, sinon tu auras Dawassou. Alors le gamin il dit c'est quoi Dawassou? On te dit Dawassou c'est la pire des choses, c'est la malédiction des ancêtres. Et alors là tu peux pas t'en sortir. Et moi je me rappelle par exemple il y avait une dame qui venait chez ma grand-mère, elle lui disait ah celle-là il faut être gentil avec elle. Et je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que il n'y a que des dingues dans sa famille parce que ils ont eu le Dawassou. T'as 8 ans et toi t'as envie de hurler, on te dit attention, tu vas avoir le Dawassou. Tu vois. C'est vrai qu'on est méditerranéen comme on le Oui, croit. ça vient de Dawassou. Les Kabyles disent Dawassou. Donc c'était plutôt amusant. Quand tu écris, tu essayes de. Après, tu t'amuses avec les mots, c'est ça le but. Hein. Donc après, tu délires. Du coup, ouais. En fait, je reviens un petit peu sur la question qu'a posée le jeune homme. Le regard que vous avez sur Alger, en fait, est-ce qu'il n'a pas été influencé un petit peu aussi par le vécu que vous avez eu à l'étranger? Parce que si je comprends bien, en fait, vous avez quand même vécu une certaine période à l'étranger. Et le bouquin, finalement, vous l'avez écrit à votre retour en Algérie. Est-ce que finalement, vous ne revoyez pas un petit peu Alger via le prisme, via comment dire, le regard critique, limite que vous avez acquis, ou bien que vous avez acquis un petit peu en France? Parce qu'en France, par exemple, les Français ont un regard très critique sur leur pays, tout le temps à râler entre guillemets, tout le temps à remettre en cause. Est-ce que finalement le rapport que vous avez avec Alger, ou bien le regard que vous portez sur Alger, est-ce que finalement n'a pas été influencé par votre expérience à l'étranger? Et là, par exemple, lorsque je reprends un petit peu la petite anecdote que vient de citer le monsieur, lui, je pense, je ne sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, le jour où il a visité son bureau, est-ce que tu avais déjà vécu à l'étranger? Ok. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que le regard que vous avez porté sur ces gens qui faisaient du troc, c'est un regard conciliant, un petit peu celui de l'étranger qui finalement se dit, ok, bon, c'est pas si grave que ça, c'est limite un petit peu du folklore. Condescendant. C'était Condescendant, c'est exactement ça. Et donc du coup, je pose la question, est-ce que votre vécu d'expatrié, est-ce que vous avez excusez-moi, d'émigrer, je suis dans la même situation, donc à la limite, parfois pareil. Hein, Non, c'est... Ouais, c'est exactement. Est-ce que vous avez été influencé par votre vécu à l'étranger? Certainement.
Comme j'ai été influencé par mon enfance, comme j'ai été influencé... Non, je pense que ce qui m'a fondamentalement influencé, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à la question, c'est plus le regard qu'on m'a appris à porter sur les gens, c'est surtout ça. C'est mes parents. Je pense que ce qui influence beaucoup le rap, enfin c'est mon point de vue, hein, je ne peux pas être d'accord, mais comment dire, enfin, moi j'arrive pas à voir les masses. Les masses c'est pas mon truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça l'a jamais été, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Voilà. Après, c'est pas, je pense qu'il y a l'âge aussi. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière quand on a 20 ans, quand on a... mais je sais que moi, j'ai vécu Alger différemment à des âges complètement différents, mais j'ai jamais eu de... J'ai toujours eu ce rapport ambigu. C'est-à-dire que quand j'étais à Polytech, quoi, mais ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. Donc, c'est pas une question de... Je pense pas que je porte un regard... comment dirais-je, détaché. Non, pas du tout. C'est parce que, je veux dire... comment dire, j'ai pas un regard, c'est pour ça que le mot beau me dérange un peu. Je pense qu'il a peut-être un peu projeté ce qu'il voyait, parce que effectivement, moi j'ai les vitres ouvertes et on voit le square Port Saïd au-dessus. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'au-dessus c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on voit les arbres, on voit le théâtre qui est là, on voit le port, on voit les gens courir dans tous les sens, etc. Évidemment, c'est pas la même esthétique quand vous êtes en bas et que vous essayez de vous garer, et qu'il y a un type qui est là, qui vous dit l'euro, ça va 5 minutes, donc, et ça va même 5 minutes pour moi. Donc, mais je me suis posé la question, bien sûr, et je pense qu'évidemment, il faut se poser ce genre de questions, c'est important. C'est important. D'ailleurs, dans le texte, il y a le personnage de Hope, qui, à un moment, me dit « Tu as adapté la ville à toi ». C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé un SMS en disant « Tu as adapté la ville à toi ». Et en fait, c'est toute cette réflexion que vous êtes en train de mener. Mais, comment dire, le truc n'est pas là, c'est que je parle aussi beaucoup de moments de haine, de rejet. On m'a même reproché, on m'a dit